quand même, c'est que pour les parents, le fœtus en 3D, qui est vraiment un objet finalement assez précis, très très moche d'ailleurs, mais enfin assez précis. Enfin, moi je le trouve moche, mais bon, on verra. En tout cas, comment dire, ça confronte les parents à une représentation de bébé, du futur objet, avant même qu'ils aient une représentation des liens, puisqu'ils ne sont pas encore éprouvés. Enfin, la mère a des liens en interne, bien sûr, mais ce n'est pas des liens au sens de s'occuper d'un bébé. Donc là, il y a peut-être quelque chose à réfléchir aussi. Mais je n'ai évidemment pas de conclusion, mais je soulève le problème. Voilà, alors quelques mots des 3 niveaux de la représentation. La place de l'objet, je vais vite, hein, parce qu'on en avait déjà parlé, je crois, l'année dernière. La place de l'objet, ben, ça va avec le virtuel de Sylvain, les préconceptions de Bion. Hein. Vous savez que Bion disait que le bébé arrive peut-être avec des préconceptions de ceci ou de cela. Comme il est très néotène, comme il est très immature, comme il est très inachevé, comme il a fondamentalement besoin de l'autre, parent ou professionnel, peut-être qu'il arrive avec une pré-représentation, non pas de l'autre, mais de la place que l'autre doit occuper, cet autre dont il a vraiment besoin. Je prends toujours l'exemple de cette anecdote relativement de Diatkin à Binet, qui disait, alors il était avant tout ça, donc il ne pouvait pas le dire comme ça, mais il avait une intuition, il disait, mais dans nos consultations, de temps en temps, on se demande pourquoi certains enfants ne veulent pas nous parler. Et il disait, lui, avec sa pensée paradoxale qu'il caractérisait, extrêmement intelligent, il disait, mais moi, ce qui me sidère le plus, c'est que 99% des enfants acceptent de nous parler, alors qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est qu'un psychanalyste, un orthophoniste, une psychomotricienne, etc., une éducatrice de jeunes enfants, un pédiatre, un pédopsie, évidemment. Et peut-être que là, on peut se dire, ben, en fait, l'enfant n'a effectivement aucune représentation de ce que c'est qu'une profession de ce genre-là, mais qu'il arrive avec une pré-représentation d'une place qu'un adulte doit occuper pour que lui puisse s'en sortir, survivre physiquement d'abord et se construire psychiquement. Dans les pouponnières, c'est vrai que à Budapest, justement, on a eu un jour cette conversation assez émouvante avec les professionnels de Budapest qui disaient, mais ils arrivent tout petits, et on a quand même l'impression qu'ils ont une pré-représentation de ce que c'est qu'un parent, alors que certains ont été placés au jour zéro et qu'ils n'ont jamais eu de parents. Et ça mérite la réflexion aussi. Alors évidemment, dans une pouponnière, les enfants peuvent voir peut-être d'autres enfants qui ont des visites, bon, mais c'est pas sûr. Et peut-être qu'ils ont une pré-représentation de la place qu'un parent ou un autre doit occuper dans son développement. Une autre façon de penser à ça aussi, c'est Green, dans le complexe de la mère morte, quand il évoque la question de l'hallucination négative. Il dit l'objet a disparu, la seule chose qui reste, c'est la structure encadrante, comme si c'était les limites de la place que l'objet avait pu occuper. Et puis, bon, je vous ai déjà raconté l'histoire de la Joconde, hein, ce livre de Dorian Leader, un psychanalyste anglo-saxon, qui est très, 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 très fort dans l'histoire de l'art et qui a écrit certains livres traduits en français, l'histoire de tout ce que l'art nous empêche de voir. Je vous le conseille vraiment, c'est un très, très beau livre. Et il nous raconte que la Joconde a été volée, ce qui est vrai, en 1911. On l'a retrouvée qu'en 1913. On avait laissé sa place, bien sûr, dans la salle du Louvre. Et on l'a retrouvé chez un garagiste, dans le garage plutôt d'un personnage un peu étrange. On n'a jamais bien compris pourquoi il avait volé la Joconde. Évidemment, il ne pouvait pas la monnayer. Bon, bref, mais enfin, avec des arguments historiques à l'appui, Dorian Leader nous dit que, bien sûr, il y a toujours du monde, il y a toujours eu beaucoup de monde pour aller voir la Joconde au Louvre, mais qu'il n'y a jamais eu autant de monde qu'entre 1911 et 1913 pour aller voir la place vide laissée par la Joconde, comme si la notion de place vide était très, très mobilisatrice. Et il a tout un développement, d'ailleurs, sur la place du creux, comme Maurice Merleau-Ponty à l'instant, sur la place du creux et du vide dans l'organisation artistique et de l'art moderne en particulier. C'est vraiment un livre très intéressant. Voilà, et puis vous savez que Bion disait, ben, l'enfant il arrive avec des proto-représentations, des préconceptions, qui ne deviendront vraiment conceptions, représentations, que dans la rencontre avec l'objet. Et donc, avant la rencontre avec l'objet,
disait-il, ce sont des préconceptions, des proto-représentations. Toi, tu en parles en termes de virtuel, ça se rejoint. Et avec cette fameuse phrase de Bion, l'enfant cherche le sein là où il a coutume d'être. Voilà. Alors, coutume d'être, c'est vrai que quand on place un bébé ventre à ventre, juste après sa naissance, sur le ventre de la maman, il y en a certains qui vont migrer pour aller chercher le sein là. Le sein a coutume d'être à peu près par là chez les hommes comme chez les femmes, et le bébé, il n'en sait absolument rien. Moi, je crois que ce que Bion a voulu dire, c'est qu'il va chercher le sein là où il a coutume d'être, sur la proto-représentation qu'il a de la structure globale d'un corps humain. Bon, on n'en saura jamais rien, mais c'est comme ça que je me représente les choses. Après vient la représentation des liens. Mais là je suis chez le bébé, hein, je ne suis pas chez le fœtus. La représentation du lien, et là, c'est pas encore l'objet. Hein. Je ne vais pas le détailler, mais quand on est en termes de modèle interne opérant ou en termes d'accordage affectif, si le bébé reconnaît sa mère parce qu'elle est plutôt intense, plutôt rapide et plutôt transmodale, c'est très efficace chez lui, ça ne dit rien de la mère. Ça ne dit pas si elle est blonde ou brune, si elle est grande ou petite, si elle est grosse ou maigre, etc. etc. Ce n'est pas encore une représentation de l'objet, c'est une représentation du lien à l'objet. Et ça, par contre, c'est ce niveau-là dont je me demande ce soir, enfin tous ensemble, si ça peut se mettre en place déjà un tout petit peu avant la naissance. Représentation du lien à l'objet, et je dis toujours, pour qu'on s'en souvienne, que c'est à propos du jeu de la bobine, qu'on a assez parlé de la bobine et que maintenant il faut parler de la ficelle. Hein, parce que le jeu de la bobine, la discontinuité visuelle de la bobine n'est tolérable que parce que le bébé, enfin l'enfant, a le lien en permanence dans la main. Il faut qu'il y ait une continuité du lien pour que la discontinuité de la relation avec l'objet soit pensable. Et même dans nos dispositifs thérapeutiques, on peut faire une séance tous les 5 fois par semaine. Bon, ça se fait plus trop, hein, mais enfin, 5 fois par semaine, ça n'est tolérable que si entre-temps, le patient ne reste pas seul avec l'absence, mais avec une représentation continue du lien à l'objet nécessairement discontinu. Voilà, donc ce niveau de la représentation de l'objet, qui n'est ni seulement la place de l'objet, ni encore tout à fait l'objet proprement dit, la représentation du lien à l'objet, ça c'est celle-là qui m'interroge par rapport au bébé. Et avoir une représentation du lien à l'objet, alors qu'on n'a pas encore découvert l'objet, je crois que c'est ça qu'il y a dans la phrase de Lebovici, investir l'objet avant de l'avoir perçu. Quel niveau de ce mouvement-là est possible chez le fœtus? Et puis la représentation de l'objet, je vais vite, on voit assez bien, c'est plus tard. Alors, enfin c'est plus tard, ça va sans doute très vite, mais je veux dire, ça vient coiffer le reste. La place de l'objet, les liens à l'objet, et puis les caractéristiques morphologiques, plus statiques de l'objet lui-même, qui sont importantes évidemment, mais qui ne sont peut-être pas primaires. Voilà, alors on en arrive à cette question. Quel niveau de la représentation des liens est ou non possible en prénatal? Bon. Et là, donc, je m'intéresse, pour la partie qui vient, aux interactions, on pourrait dire fœto-maternelles. Hein. Vous vous rappelez, hein, au DU, fœto-maternelle, comportementale, affective ou émotionnelle, fantasmatique et pré-symbolique. Bon, mais là, on ne parle que du premier niveau, des interactions fœto-maternelles. Quel lien, quelle représentation mentale de lien est possible ou non en prénatal? Et quand le bébé fait des mouvements vers lui, vers la paroi utérine, le fœtus, fait des mouvements vers la paroi utérine, vers lui-même, vers le jumeau s'il y en a un autre à côté, dans quel registre sémiotique nous trouvons-nous? Je vous laisse vous reposer 2 secondes parce que là, il y a un petit développement qui suit. Ça va jusque-là bien? Parce que moi, je suis très fanatique d'un gradient qui va de l'indice au signe. Et dont on a vraiment besoin en médecine et en psychologie et en psychiatrie. Voilà, la sémiotique. Je vais vite. Hein. Là, c'est parce que je vous dis des choses simples qui sont peut-être critiquables par un linguiste bon teint, mais qui, moi, m'ont aidé à clarifier un petit peu les choses. Un indice
n'a aucune vocation communicative, aucune intention, je reviens à l'intention, n'a aucune intention communicative, ni consciente, ni inconsciente. La neige. S'il neige, par contre, l'observateur va pouvoir en déduire qu'il fait froid. Mais j'espère que vous serez d'accord avec moi pour dire que la neige elle-même, sauf si vous êtes un peu mystique, mais la neige elle-même n'a aucune intention communicative particulière, elle tombe, point. Mais nous, en tant qu'observateurs, c'est un indice pour nous qu'il fait froid. À l'autre bout du gradient que j'essaie de vous décrire, il y a le signe du langage en particulier. Où là, au contraire, c'est ce que je fais ce soir, c'est ce qu'on fait tous les jours quand on se parle, on a une intention communicative et consciente, consciente et inconsciente, forte. On se parle pour essayer d'être ensemble et de se comprendre. Voilà, alors je reviens de l'autre côté, du côté des indices. Là, je vous ai parlé de l'indice pur, la neige. Il y a des indices déjà un petit peu moins purs, qui sont les indices Edgar Poe. Hein, pour ceux qui connaissent les romans d'Edgar Poe, les criminels, je vais peut-être mettre de côté les criminels les plus violents, les barbares au sens de Balier, mais dans le roman policier habituel, disons, il n'y a pas de crime parfait parce que le criminel laisse toujours traîner des indices, parce qu'il a un inconscient et un surmoi, et qu'en fait quelque chose en lui, en même temps qu'il commet son larcin, son délit, son forfait, lui commande de laisser traîner quelque chose derrière lui qui fait qu'il va pouvoir être repéré et être puni. Il y a un désir d'autopunition inconscient qui fait que les indices du roman d'Edgar Poe ne sont pas des indices aussi purs que la neige. Et dans l'autre champ plus ado, quand les enfants font une bêtise, enfin dans l'imagerie épinale du 19e siècle, quand les enfants allaient chercher des pots de confiture sur le dessus du buffet, ils s'arrangeaient toujours pour se casser la figure parce qu'ils s'auto-punissaient. Ils savaient très bien que c'est interdit et ils s'auto-punissaient eux-mêmes. Voilà. Donc les indices Edgar Poe ne sont pas tout à fait aussi purs. Ils ont une petite dimension intentionnelle, communicative, inconsciente. Je reviens du côté du langage et des signes. On a, dans la psychopathologie de la vie quotidienne de Freud, des signes qui sont, là aussi, qui sont proches du langage, mais pas tout à fait la même chose. Je pense au lapsus. Les lapsus, du côté du langage, sont des signes, bien entendu, mais dans l'intention communicative est surtout inconsciente. C'est-à-dire que quelque chose qu'on ne voulait pas dire transparaît quand même dans le langage et se dit bien qu'on ne voulait pas le dire. Hein. Et on a des lapsus, comme on appelle cela, révélateurs. Tous les lapsus sont révélateurs de quelque chose qui voulait se dire, mais que nous, on ne voulait pas dire. Voilà. Et puis, entre ces deux extrêmes, vous avez au milieu les symptômes. Et les symptômes, ben, tout dépend de quels symptômes on parle. Si on parle des symptômes médicaux, somatiques, et je suis médecin, il y en a d'autres ici, Luc est médecin, pendant toutes nos études, on nous a abreuvés en nous disant qu'il fallait qu'on apprenne les signes des maladies. Ben non, les symptômes somatiques ne sont pas des signes. Les symptômes somatiques sont des indices. Si quelqu'un a un gros foie, le gros foie n'a pas plus d'intention communicative que la neige. Simplement, s'il y a un observateur du gros foie, il va pouvoir se dire ceci et cela. Mais les symptômes somatiques sont beaucoup plus du côté des indices et des signaux, c'est presque pareil, que du côté des signes. Tandis que les symptômes de la maladie mentale, eux, sont plus du côté des signes. Pas encore tout à fait autant que les signes du langage, parce que l'intention communicative est parfois très masquée, mais un délire, même chez les psychotiques, un délire a une intention communicative quand même. Il faut l'entendre comme un message. Et entre les deux, symptômes somatiques du côté de l'indice, symptômes mentaux de la maladie mentale du côté des signes, vraiment au milieu de ce gradient que j'ai essayé de vous décrire, vous avez les symptômes psychosomatiques qui, selon le moment, vont avoir un statut différent. Au début d'une pathologie psychosomatique, peut-être que les symptômes sont plus du côté de l'indice, mais ça va être tout l'enjeu du traitement et de la thérapie, éventuellement, de tirer ces indices psychosomatiques plutôt du côté des signes, on pourrait dire de les névrotiser. Hein. Donc vous voyez, on a un gradient qui fonctionne bien. Si indice, la neige, indice, Edgar Poe,
les symptômes somatiques, on pourrait dire signal, c'est signal du côté d'Edgar Poe. Bon. Ensuite, les symptômes somatiques, les symptômes psychosomatiques, les symptômes de la maladie mentale, les symptômes type lapsus, et les signes type lapsus et les signes verbaux au sens habituel du terme. Alors, quand le fœtus bouge, parce que j'oublie pas quand même notre propos, quand le fœtus bouge, est-ce que c'est un indice? Est-ce que c'est déjà un signal? Est-ce que c'est une pré-représentation? Est-ce que c'est un pré-signe? Je ne sais pas, hein, mais je vous dis simplement qu'il faut qu'on y réfléchisse tous sérieusement pendant... Et là, par exemple, quand je renverse mon verre d'eau, c'est quoi ça? C'est un indice, c'est un signal. Merci beaucoup. C'est un acte manqué. Alors, c'est un acte manqué. Il faut voir où on le place dans le gradient. En tout cas, il faut éponger avant que ce soit un symptôme. Oui. Voilà. Ça me permet une petite pause comme ça. Voilà, mais moi, c'est ça ma question aujourd'hui. Les mouvements, il faudra qu'on en reparle aussi dans le groupe de recherche. Je peux en prendre deux? Ouais. Vas-y, carrément. Les symptômes, les mouvements du fœtus, quel est le statut du mouvement des fœtus, étant donné que, bien entendu, pour moi, ça ne peut pas être des signes ni conscients ni réflexifs. Par contre, dans ce gradient, ils ont peut-être une place. Moi, aujourd'hui, je dirais du côté de l'indice Edgar Poe, du signal. D'ailleurs, à propos de l'attachement, on dit les signaux d'attachement chez le bébé. Hein. Bon. Et vous savez, mais ça, je ne vais pas le détailler aujourd'hui, que cette représentation du lien, avant même que l'objet soit... cette représentation du lien, avant même que l'objet soit repéré, perçu, clairement différencié, chez les bébés, chez les autistes, à certains moments chez les adolescents, en tout cas aussi chez les sujets âgés et en perte de conscience, chez les sujets comateux, par exemple. Il y a toute une série de professionnels qui travaillent avec les sujets comateux, dans le coma, les pertes de vigilance. Eh bien, ça nous incite, Sylvain et moi, à déployer le concept de demande intransitive. C'est-à-dire qu'il n'est pas adressé à un objet, ni précis, ni consciemment ni inconsciemment, une demande qui est bien sûr qui est ni latent, ni manifeste, ni latente, parce que manifeste ou latente, ça suppose un objet d'adresse précis, qui est une demande type indice, type signal, qui s'en va vers le dehors, sans savoir où ça va, mais qui est déjà... C'est pour ça que je parle de pressentiment. C'est peut-être même pas pressentiment de l'objet, c'est pressentiment d'un dehors. C'est encore plus vague. Pressentiment d'un dehors, d'un autre que peut-être que le premier. Je suis en train de penser devant vous là, hein, parce que c'était pas prévu comme ça. Hein. Le pressentiment d'un dehors, c'est-à-dire peut-être que le premier autre que soi n'est pas un objet. C'est simplement le non-soi. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ces mouvements du fœtus, avec peut-être leur intentionnalité sensorimotrice dont on a parlé tout à l'heure, et peut-être simplement signaler que le fœtus commence à pouvoir prendre en compte qu'il y a un autre que soi. Voilà. Mais la sémiotisation de tout ça, évidemment, passera inéluctablement par l'autre, et donc principalement en postnatal, dans la rencontre avec le travail interprétatif de l'adulte. Alors la mère, bien sûr, va sans doute avoir déjà un travail interprétatif pendant la grossesse, concernant les mouvements du bébé, du fœtus, pardon. Le père un peu moins, mais aussi quand même, l'autonomiste aussi. Bon, en tout cas, j'aboutis à l'idée centrale dans notre discipline, c'est que la sémiotisation, c'est-à-dire vraiment, quand les indices et les signaux deviennent des signes au sens saussurien du terme, ce travail de sémiotisation passe inéluctablement par le travail psychique de l'autre. Voilà, alors dans la dernière partie, je voulais faire un lien avec le précoce et le profond de Winnicott. Parce que l'idée que peut-être je défendrais, c'est que l'investissement d'une préforme du lien est du côté du précoce, alors que la proto-représentation du lien fait déjà partie du profond. Et pour ça, il faut que je vous explique la différence.
entre le précoce et le profond. Ça, on le doit aussi à Winnicott, hein, donc j'y reviens là, ça boucle la boucle. Hélène Suarez-Labatte, avec Michel Picot, lors d'un colloque de la Société de psychanalyse de Paris, on avait parlé de la précocité. Ils avaient eu cette phrase très importante, je l'ai dit au début, on la retrouvera après les explications de Winnicott. Ils disent « Le précoce s'observe, le profond s'éprouve et se retrouve par l'analyse ». C'est très important. Le précoce s'observe, le profond s'éprouve et se retrouve par l'analyse. C'est un peu ça que je veux dire. L'investissement d'une préforme du dehors, ce qu'on voit à l'échographie, ça c'est de l'observation. Alessandra Piontelli, nous, enfin c'est du précoce. Mais ce qu'on va retrouver après, et peut-être dans notre esprit d'adulte, c'est déjà une retranscription, il y a de l'après-coup, hein, et le profond. Alors c'est très intéressant, ça, ces réflexions de Winnicott sur le précoce et le profond. En fait, il a écrit ça en 58 dans un article qui s'appelle « Contribution de l'observation directe des enfants à la psychanalyse », hein, qu'on peut trouver dans son article sur les espaces transitionnels. Alors, il a cette phrase « Profond n'est pas synonyme de précoce, parce qu'il faut au nourrisson un certain degré de maturité avant de devenir graduellement capable d'être profond. Ceci est évident, presque banal, et je crois cependant qu'on n'y a pas accordé suffisamment d'attention. » C'est déjà ce qu'il veut dire là, en 58, c'est que le profond, ce qu'il y a de plus profond n'est pas le plus précoce. Ce qu'il y a de plus ancien, c'est le précoce. Et le profond, c'est déjà du précoce reconstruit et qui ne peut pas remonter jusqu'au point zéro. Vous allez voir. Alors il dit que d'autres auteurs considèrent les mots comme synonymes, mais lui pas. Je pense que lorsque nous utilisons le mot profond, dit-il, nous impliquons toujours profond dans le fantasme inconscient ou la réalité psychique du malade, c'est-à-dire que cela concerne l'esprit et l'imagination du malade. Le précoce serait pour lui, en quelque sorte, pré-fantasmatique, si ce n'est pré-pulsionnel, voire pré-sexuel. Voilà, et encore une phrase de Winnicott, je suggère que si cette différence essentielle entre profondeur et précocité, alors ça c'est bien pour les personnes du DU, puisqu'on vient de faire le cours sur l'observation directe, hein. Alors il dit, je suggère que si cette différence essentielle entre profondeur et précocité était admise, il serait plus facile aux observateurs directs et aux analystes de se comprendre. Hein, vous savez qu'il y a toujours cette guerre entre les analystes et les observateurs. Ce seront toujours les observateurs directs qui diront aux analystes que ces derniers ont fait une application trop précoce de leur théorie. Et les analystes continueront à dire aux observateurs directs qu'il y a beaucoup plus dans une nature humaine que ce qui peut être observé directement. D'où sa manière de conclure cet article. En 2 mots, dit-il, un nourrisson humain doit faire une certaine évolution à partir du précoce pour atteindre la maturité qui permet la profondeur. Et une dernière citation, une des choses qui me sont importantes, qui me sont arrivées, dit-il, a été de reconnaître que précoce ne veut pas dire profond, et cela m'a aidé quand j'ai essayé de me servir pleinement de l'apport de Mélanie Klein. Et il dit, ça m'est apparu tout d'un coup, à Paris, je crois, ou peut-être ailleurs, précoce n'est pas profond. Il faut une vie d'enfant et son développement avant que la profondeur n'apparaisse, de sorte que lorsqu'on va vers le plus profond, ce n'est pas le commencement que l'on rencontre, c'est quelque chose comme la 3e année, la 2e année ou le 18e mois. Voilà. Alors pourquoi je vous fais tout ce petit développement? C'est assez émouvant quand même, hein. À Paris peut-être, ou ailleurs. Bon, il a pensé à ça. Parce que l'idée que je vous propose, moi, c'est qu'en fait, parler de pré-représentation du lien, c'est déjà une perspective d'adulte. C'est comme si on était déjà, nous, en train de reconstruire le précoce. Alors on essaie de remonter. Pour le fœtus, aujourd'hui, je me dis qu'il n'y a pas de profond possible, il n'y a que du précoce. Il y a peut-être un pressentiment du non-soi, même pas de l'objet, un pressentiment du non-soi, du hors-soi, mais je ne vois pas très bien le bébé, le fœtus, pouvoir se représenter un lien, même en termes de proto-représentation. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est en train de dialoguer entre le précoce du fœtus et le profond des observateurs adultes, et qu'il y a quelque chose là à continuer à préciser.
Voilà, je termine, Sylvain, pour qu'on ait le temps de discuter, en évoquant la question de l'adoption, le don d'embryon, la GPA. Très, très, très vite, mais en ayant tout ça en tête. Parce que c'est vrai que déjà pour l'adoption, c'est quand même plus ancien comme pratique. Hein. Il y a un cours sur l'adoption dans le DU. Hein. C'est une pratique plus ancienne, évidemment. Et c'est vrai que souvent, enfin assez souvent, des personnes se sont dit, mais finalement, le fœtus qui va être abandonné, parce qu'avant d'être adopté, il faut être abandonné. Hein, c'est quand même un des problèmes de l'adoption. Hein. C'est que, hein, on dit souvent les enfants confiés à l'adoption. C'est très juste. Je me suis beaucoup, grâce à Soulet d'ailleurs, beaucoup occupé d'adoption. J'étais longtemps membre du conseil supérieur d'adoption, puis je me suis occupé du CNAOP. Mais si on dit confier à l'adoption simplement comme ça, c'est un petit peu édulcorant. Hein, parce qu'avant d'être confié à l'adoption, il faut être abandonné. Et ce qui va dans 99% des cas en général, et ce qui va laisser des traces indélébiles dans l'esprit des personnes adoptées, c'est l'abandon. C'est pas d'être confié à l'adoption, c'est d'avoir été abandonné qui peut laisser des traces très douloureuses. Vous le savez bien. Bon, c'est pas le sujet tout à fait d'aujourd'hui. Mais quand même, un certain nombre de personnes se sont dit, ben oui, dans l'adoption, ce qui est difficile, c'est que le bébé abandonné, il a d'abord été un fœtus en lien avec la mère. Il a déjà expérimenté des interactions fœto-maternelles, les premières dont je parlais tout à l'heure. Il a déjà expérimenté quelque chose quand même avec la mère. Et tout ça, ça va être brutalement interrompu. Alors soit au jour zéro, s'il est placé d'office, soit un peu plus tard. Mais enfin, les interactions fœto-maternelles ne se poursuivent pas dans des interactions postnatales avec la même personne. Est-ce que c'est pas là la douleur, la difficulté de l'adoption ? Bon, c'est une question importante et il faut y réfléchir. Mais quand même, j'ai envie de vous dire aujourd'hui qu'une grande méta-analyse de la littérature, on a un petit peu fait ça là, pour un article l'année dernière, il y a 2 ans, dans l'encyclopédie médico-chirurgicale, avec Ayala Borghini, qui est une grande spécialiste de l'attachement en Suisse, et avec Janice Perret, qui a été longtemps présidente de l'association Enfance, Famille et Adoption. Eh bien, aujourd'hui, en fait... l'adoption est une aventure, c'est parfois compliqué. Nous, on n'est peut-être pas très bien placés pour en juger parce qu'on ne voit par définition que les cas qui sont en difficulté et en échec, mais sur une vraie revue un petit peu épidémiologique et statistique, d'une manière générale, l'adoption se passe bien. Et même les adoptions tardives, finalement, si la famille fonctionne à peu près normalement et offre à l'enfant un lieu un peu sécure, la plupart des adoptions se passent plutôt bien. Voilà. Et il ne faut pas être déformé par notre lieu d'observation. Par définition, quand on est pédopsychiatre, psychanalyste ou psychologue, on ne voit que les cas en difficulté. Voilà. Mais donc, si ça se passe plutôt bien dans l'ensemble des cas, c'est que cette rupture, ce changement plutôt d'objet, entre les interactions photomaternelles et les suivantes n'est pas forcément dramatique. Donc qu'est-ce qu'on a comme grain à moudre pour penser ça? Eh bien peut-être de se dire que la question n'est pas forcément la représentation du lien au sens d'un contenu précis. Hein, ça va bien avec tout ce que j'essaye de vous dire depuis le début. Que dans ce premier investissement du non-soi, ou de pressentiment du non-soi que le fœtus peut avoir tout au long de la grossesse, ce qu'il expérimente, c'est pas un contenu, c'est un processus. Processus de mise en lien, processus d'indexation, processus de signalisation. Et que ce qui compte peut-être pour la suite, c'est déjà d'avoir commencé à jouer ça au début. Et puis après, je ne dirais pas peu importe l'objet, je ne le pense pas à ce point-là, mais peut-être que ce n'est pas l'objet en lui-même qui compte, c'est d'avoir pu déjà initier cette première forme de représentation et probablement en termes d'indices et de signaux, enfin probablement, il me semble aujourd'hui plus en termes d'indices ou de signaux qu'en termes de pré-représentation au sens strict. Alors, juste avec... comme ça, on aura le temps de discuter ça. Juste, ce qui va avec aussi, c'est la question du nom d'embryon. Ce qui va avec. Le deuxième circonstance que je voulais offrir à la discussion, c'est le don d'embryon.
Et à certains moments, j'en entends moins parler en ce moment, mais il y a un certain nombre d'auteurs qui disaient, ah oui, le don d'embryon, c'est la forme d'adoption la plus précoce. Ben, à la lumière de d'abord, déjà, tout le monde a dit non, sur des aspects un peu macroscopiques, mais compte tenu de tout ce que j'ai essayé de vous dire ce soir, ça ne tient pas 2 minutes la route, ça. Hein, parce qu'un don d'embryon, qui va être gardé ensuite, bien sûr, par les parents, après sa naissance, par les parents qui ont bénéficié de ce don, ces premières interactions fœto-maternelles vont se jouer avec les futurs objets parentaux. Donc on n'est pas du tout dans le même schéma, et la comparaison, à mon avis, ne tient pas beaucoup la route. Et puis après, il y a la grossesse, la gestation pour autrui. Alors tout à l'heure, tu as voulu, quand tu as résumé un peu, tu as voulu opposer, c'est un aspect des choses évidemment, les gestations qui se font par altruisme ou par mercantilisme. Oui. Parce qu'on parle de marchandisation du corps des femmes. Hein. Par mercantilisme, par marchandisation ou par altruisme, en disant donc que Monica Bourlet nous avait montré que le clivage ne tient pas très clairement. Il y a ça, mais il y a quelqu'un qui s'était en France qui s'est beaucoup opposé à la gestation pour autrui, c'est René Friedman. René Friedman qui est, comme on dit parfois, celui qui a fait le premier bébé éprouvette en France, la première fécondation in vitro, Amandine. Bon. Et lui, alors moi j'avais participé à un groupe de travail à l'Académie de médecine avec le père de Didier David, Georges David, René Friedman, etc. Et encore maintenant, il est absolument vent debout contre la gestation pour autrui, en disant, mais accepter la gestation pour autrui, ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris depuis 20 à 30 ans, ou 40, j'en sais rien, 20 à 30 ans, sur les interactions fœto-maternelles. En disant, on ne peut pas demander à une... Alors, femme ou mère porteuse? On mettra ça dans la discussion tout à l'heure. À la femme qui va porter un enfant, on ne peut pas demander à la porteuse, alors on verra si on l'appelle femme ou mère, hein, on ne peut pas demander à la porteuse d'une gestation pour autrui de réfréner, de retenir et de ne pas avoir d'interaction fœto-maternelle avec ce bébé, enfin au sens même psychologique. Des interactions fœto-maternelles biologiques, évidemment, mais même au sens d'un investissement de ce bébé, futur bébé, qu'elle a dans son propre corps. Et il dit, pour qu'une gestation maternelle pour autrui se passe bien, il faudrait que la porteuse ne ressente rien, il faudrait que la porteuse soit complètement d'accord pour ensuite transmettre son bébé aux parents demandeurs, enfin à ceux qui ont organisé la gestation pour autrui. Tout ça est impossible, tout ça est impensable, et donc il est absolument vent debout contre la gestation pour autrui. Et là aussi, il faudrait lui faire lire quand même la thèse de Monica. Parce que Monica Bourlet... Il a dit qu'il ne pouvait pas cette année, il viendra l'année voilà, prochaine. il faut absolument, parce que là, il faut quand même qu'ils tiennent compte des faits. Là, elle nous montre des personnes, des porteuses de gestation pour autrui, qui investissent quelque chose de leurs interactions fœto-maternelles et qui pourtant vont pouvoir transmettre l'enfant dans des conditions, alors sans doute il faudrait organiser ces conditions-là, mais qui vont à la naissance pouvoir transmettre l'enfant dans des conditions qui ne soient pas traumatiques ni pour l'enfant ni pour elle-même. Donc ça se fait pas tout seul, il faut certainement penser cette transmission, mais elle n'est pas impensable même quand il y a des interactions fœto-maternelles qui ont été investies et acceptées comme telles par la porteuse. C'est pas très joli à dire comme ça, mais comme je ne veux pas choisir pour l'instant entre femme et mère, entre la femme ou la mère porteuse, comme vous voulez. Voilà, mais là on passe à un niveau qui inclut des déterminants, on pourrait dire, d'organisation familiale et sociétale même. C'est-à-dire que ça dépend comment se passe la rencontre et la transmission. Est-ce que la porteuse va rester dans le champ de connaissance de la famille ou pas? Ça dépend. Il y a des familles qui l'acceptent, il y a des familles qui ne l'acceptent pas. Est-ce que l'enfant rencontrera la femme qui a porté cette grossesse? Ça dépend aussi du système d'organisation des choses qu'on se donne, etc. etc. Aux États-Unis, même d'ailleurs à propos de l'adoption, il y a un accès assez largement ouvert
entre les enfants adoptés ou les enfants nés par GPA avec leur mère d'origine, hein, bon, leur famille d'origine. Vous voyez que là, la gestation pour autrui, c'est une parenthèse, là. Mais ça va ouvrir aussi un nouveau chapitre à nos réflexions, hein. Je vous en reparlerai lors du cours du DU, mais jusqu'à maintenant, quand on parlait de roman familial, on pensait surtout au père. Enfin bon, Freud avait dit que... c'est un tout petit remarque, c'est intéressant, hein, la manière, la manière dont on publie quelque chose, hein. Je vous ai dit, Esther Bick, pour parler des enveloppes, elle a été mettre son article dans le livre d'un autre. Vous vous rappelez, hein, dans le livre de Melzer. Comme si pour parler des enveloppes, elle se cherchait un contenant, un autre contenant qu'elle-même. Et Freud, pour parler du roman familial, il était mettre son livre dans Autorank. Comme si là aussi, il fallait trouver... comme si la forme de publication avait à voir avec le fond de ce qu'on dit. Voilà, en tout cas, pour le roman familial, bon, il y a une première forme, disait-il, un petit peu sexuellement indifférenciée, où l'enfant va pouvoir rêver que les deux parents avec lesquels il vit ne sont pas véritablement ses parents biologiques. Bon, mais très vite après, quand l'enfant, dit Freud, aura accès un petit peu à la différence des sexes et à la connaissance sexuelle, de la chose sexuelle, il va comprendre que l'hésitation n'est possible que pour le père. Parce que, disait-on à l'époque, que le père est toujours incertain et la mère est toujours certaine. D'ailleurs, en France, encore, du point de vue juridique, il va falloir changer ça si on passe à la gestation pour autrui. En France, du point de vue juridique, c'est l'accouchement qui établit la filiation. Quand l'enfant sort du corps de la mère, ça veut dire que c'est cette femme-là qui est la mère. Non, il faut le dire très précisément, quand l'enfant sort du corps de la femme, c'est cette femme qui devient sa mère, juridiquement parlant. Voilà, comment? Ce qui n'est pas le cas pour l'homme. Absolument. Absolument. Mais là, avec la gestation pour autrui, on va avoir 3 figures féminines à organiser. Parce qu'il y a la mère demandeuse qui donne son ovocyte. Pardon. Donc c'est la mère biologique. Il y a la mère porteuse qui porte l'enfant. Et il y a la mère qui accueille l'enfant à la sortie. Donc, la mère ne sera pas plus certaine que le père dans un certain temps. Et il faudra voir ce que ça donne à l'usage, si j'ose dire. On ne sera plus là, ni les uns ni les autres, hein. Je suis plus vieux que vous, mais pour une fois, là, il n'y aura pas de jaloux. Parce que je pense qu'il va falloir des décennies et des décennies pour voir les effets que ça fait. Mais on peut se dire que peut-être ça aura des effets. Et que le roman familial va concerner tout autant les imagos maternels que les imagos paternels. Il y a là quelque chose de tout à fait fascinant. Mais je referme la parenthèse, parce que ça, c'est pas tout à fait lié à la représentation du lien. Mais à propos de la gestation pour autrui, je s'arrête là-dessus. On arrive à l'idée, grâce à Monica Bourlet d'ailleurs, que ce qui compte, c'est pas seulement comment on pourrait dire, l'acte du fœtus de mettre en place des indices, des signaux, une intentionnalité, une pré-représentation peut-être de ce lien qui compte, mais c'est la manière dont la mère qui le porte, elle, se représente ce travail qui pour le fœtus fait encore partie du précoce et qui deviendra du profond pour lui, mais en passant par le précoce de nous, entre les deux. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus en vous remerciant beaucoup de votre attention. Excusez-moi pour ma toux. Bon, c'est formidable. Tu nous laisses une bonne plage de temps pour discuter et on va s'en donner à cœur joie. Alors, écoute, bon, je peux te dire que moi qui travaille avec toi, c'est vraiment un plaisir de voir qu'à chaque fois, effectivement, c'est comme les musiciens, quoi. C'est-à-dire que même quand tu joues des standards, il y a toujours quelque chose en plus. Parce que ça dépend de qui écoute. Et ça dépend effectivement de l'auditoire. Et donc ce soir, je pense que l'auditoire devait être pas mal parce que tu as amené ce que tu dis du gradient de l'indissocié, ça va rester. Et ce que tu dis du profond et du précoce, ça va rester aussi. Ça va nous être très utile parce que c'est vrai qu'on manque vraiment de balises pour mettre des mots sur ces zones-là. Et c'est très important. Alors,
il y a deux choses que j'aimerais rapidement évoquer, et puis on va laisser la parole de chacun d'entre vous émerger. Mais quand tu fais ton triptyque là sur la relation d'objet, la place, le lien et l'objet, tu insistes en disant que c'est au niveau du lien, il y a peut-être quelque chose qui va rendre possible l'adoption, la gestation pour autrui, etc. C'est-à-dire quelque chose qui est indifférencié. Et là, j'ai repensé à quelque chose de très freudien. C'est le fait que Freud, quand il parle de la personne secourable, il ne dit pas la mère, il ne dit pas le père, il dit le Nebenmensch, le fameux Nebenmensch. Et je sais que quand moi j'ai commencé à recevoir, j'étais encore là, Necker, chef de service des couples homoparentaux gays et lesbiens, ça m'a beaucoup aidé cette histoire de Nebenmensch, c'est-à-dire que quand il y a un bébé dans une précarité ontologique, dans cette DZ fondamentale, ce dont il a besoin, c'est d'une personne secourable. Et là, on ne dit pas si c'est le père, la mère ou la concierge, si j'ose dire. On dit une personne secourable. Et l'autre être humain proche. L'autre être humain proche. Et là, je me disais que peut-être, enfin, je mets un point d'interrogation là-dessus pour que tu réagisses, peut-être que ce que tu essayes de nous dire au niveau du lien, c'est aussi quelque chose qui va de ce côté-là, c'est-à-dire que c'est pas le pédigré de la personne qui va être convoquée, c'est la fonction. C'est l'existence. C'est l'existence et la fonction secourable qui est convoquée. Et c'est ça, quoi, moi qui aujourd'hui m'a convaincu de la faisabilité de recevoir des couples, de concevoir comme possible, parce qu'au début, effectivement, ça prend à contre-pied beaucoup de nos représentations. Moi, c'est par ce biais-là que j'ai pu, j'aimerais le dire modestement, apprivoiser la parentalité gay et lesbienne. C'est par ce biais-là, en me disant qu'effectivement, cliniquement, je reçois des parents homosexuels. Si je m'identifiais au bébé, ben, je me dis que finalement, si j'étais le bébé et que je repartais avec eux, ce serait, je me fais moins de soucis qu'à l'issue de certaines consultations avec des parents hétéros, où je me dis que vraiment, décidément, j'aimerais pas être le bébé et partir avec ces braves gens, parce que je serais mal... Ça anticipe sur la journée d'Anat, ça. Ouais. Absolument. Hein? C'est vrai, poser une question. Je serais... La journée, vous pouvez faire un peu de pub si vous voulez. Elle l'a fait tout à déjà. l'heure. Oui. Bon. C'est-à-dire qu'effectivement, la caractéristique secourable, elle n'est pas bornée à la fonction père-mère, quoi. Et ça ni à la différence des sexes. Ni à la différence des sexes. Ni à la différence des sexes. Et ça me fait toujours penser à ce fameux article assez transgressif de Houzel qui avait osé dire que la tendresse, c'était pas un monopole féminin et maternel. Bon. Ce qui est une vraie polémique dans ce domaine. Voilà. Bon. Alors, la question maintenant. Je me disais, mais finalement, il y a quelques années, c'était quoi l'équivalent de ce qu'on a discuté ce soir? C'était dit comment il y a quelques années? C'était dit en termes d'intersubjectivité primaire ou secondaire, etc. Et tu avais, là aussi à l'époque, et je te suivais, une idée de gradient. Donc, qu'est-ce que ça signifie que ce soir, cette partie-là qui faisait partie du cadre de la pensée, avec, il faut bien le dire, avec Trevarten. Trevarten, c'est un mythologiste, et quand Trevarten essaye de nous convaincre du fait que il y a une aspiration, alors lui il le dit, c'est de là que je suis parti sur le virtuel, il dit qu'il y a un autre virtuel, et lui il le place résolument du côté de la génétique, hein. Trevarten en éthologue. Donc, qu'est-ce que tu fais de ça en 2024 aujourd'hui par rapport à tout ce que tu nous as apporté ce soir? C'est-à-dire, et qu'est-ce que ça signifie le fait que tu ne l'évoques plus, alors que force est de constater, on s'est écouté il y a quelques années quand tu faisais un topo sur ce genre de choses, l'intersubjectivité
Trémartel, et puis la question de savoir si effectivement ça faisait partie du patrimoine génétique ou c'était quelque chose qui se construisait, ça faisait partie des questions incontournables qui t'intéressaient, qui nous intéressaient. Ouais. Comment tu Bon, juste un petit mot. D'abord pour dire que même quand Trémarten, il est mort il y a très peu de temps là, hein, l'année dernière. Quand Trémarten et Stern parlaient d'intersubjectivité primaire, quasi donnée d'emblée, génétique congénitale, ils n'ont quand même pas dit qu'il y avait d'intersubjectivité prénatale. Non. Jamais. C'était pas dans l'air du temps, de toute façon, ça. Non. Donc, ils n'ont jamais évoqué l'idée que le fœtus... Voilà. Et moi, j'ai simplement envie de dire, mais j'ai essayé de le dire un petit peu tout à l'heure, mais sans m'appesantir, que finalement, l'intersubjectivité, qu'elle soit primaire, secondaire ou le modèle pile dont je vous ai parlé, là, peut-être qu'on l'a trop pensé au sens de... découvrir qu'un autre humain existe. Découvrir que moi, c'est moi, l'autre, c'est l'autre, comme je vous dis toujours en cours. Ça, c'est intéressant, mais c'est en termes d'objet humain. Alors que peut-être ça commence pas par de l'humain. Ça commence par simplement un environnement autre que soi, le fœtus. Et que ça, c'est peut-être... C'est là que l'idée du gradient est plus intéressante que l'interrupteur électrique win or on. Oui. Je crois. Le moi matière. Très. Ouais. Mais j'ai fait la préface de son truc d'ailleurs. Et il est formidable ce bouquin. Vraiment, vraiment intéressant. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent vraiment nous venir en aide. Tout à fait. Cet environnement, finalement, cet environnement à la fois liquide mais aussi solide. Oui. Qui laisse des traces peut-être pour toute la vie quand même. Alors moi je suis content de vous entendre parler du mot trace. Parce que depuis le début, comme par le critique, vous pouvez parler un tout petit peu plus fort là. Ouais. Et là, moi, indice, signe, avec ce gradient, je voulais compléter avec trace. Trace et profondeur. Peut-être matière. Ouais. L'observation de Gergelin à propos de... Je trouve qu'elle est très très fascinante. Le petit dé dans le gobelet. Pourrait peut-être montrer que là où s'arrête le précoce, puisque le geste de l'adulte est arrêté précocemment, doit trouver le prolongement d'un travail par le profond. Ah, c'est joli ça. Oui. L'élève qui va aller travailler la profondeur en mettant le petit bille dans la profondeur de la... Là, vous raisonnez en termes spatiaux, là. Alors que Winnicott, c'est plus en termes temporels. Hein. Mais, en termes spatial, mais c'est ce qu'il va faire. La profondeur. C'est la représentation. Et c'est pour ça qu'il y a une petite présentation ou représentation. On va se représenter à l'intérieur de ce qui a été présenté à l'instant. Donc, je trouvais que c'était une belle illustration, là, ce Gergelin, entre le précoce, comme vous l'avez dit de manière... C'était difficile à suivre. Que le précoce serait quelque chose qui serait à travailler par un travail de prolongement de la profondeur plus tard. Ça, c'est vraiment l'idée de Winnicott. Hein. Le profond, c'est une transformation après coup du précoce. Un travail supplémentaire qui vient de lui. Alors partant de là, et Gergelin, je trouve que c'est une belle illustration phénoménologique. L'adulte arrête son geste précocemment, et le bébé va ajouter un travail par la profondeur de... Mais c'est quand même dans l'instant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant? Je me disais des choses difficiles à dire en peu de temps. Deux expériences cliniques. Une expérience clinique il y a 3 semaines de 2 jumelles. 2 jumelles? Oui. Qui viennent d'Afrique avec une situation migratoire des personnes bien libres. Et une mère qui se pose la question de savoir si elle va avorter, puisque le père ne peut pas y revenir, à Marseille, là. Et elle raconte ça devant les 2 petites qui sont en crèche et qui ont 2 ans. C'est ça, à peu près. Un peu plus de 2 ans. Et au moment où la maman pleure et met un affect en disant je ne sais pas comment leur raconter
et qu'elle vous a bien gardé à l'intérieur du moment que vous étiez en train de bouger. Je me demande si... La mère était d'accord? Elle m'a dit, oui, elle m'a dit, mais vous pensez que je pourrais leur en parler? Je dis, vous êtes en train de leur parler, hein, et je pense que vous êtes en train de leur en parler de manière complète, c'est-à-dire en pleurant et en racontant quelle a été l'histoire de la vie, que vous vous demandiez si vous aviez pu garder ou pas, et que vous avez choisi de garder. Je me demande si la profondeur, même spatiale, de la symbolisation de ces petites filles est venue travailler quelque chose qui était à risque d'une trace traumatique, une trace avant un indice, une trace matière, faite d'hormones. Qui va bien avec la vallée là. Ouais, une trace faite d'hormones, faite de liquide, faite de je sais pas quoi, de je vais leur donner la mort à un moment. Oui, mais vous voyez, ce qu'il a retenu dans son geste d'IgG, c'est qu'elle en a vu deux. Elle a dit je peux pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la matière trace fétale à ce moment-là? Et l'autre situation qui attendez, juste pour celle-là quand même, une réaction déjà, c'est de dire que j'entends bien ce que vous dites et je trouve ça des associations de pensée tout à fait stimulantes. Mais là, vous, à la différence de ce que j'ai voulu de moi, je ne sais pas encore moi, mais de Winnicott en tout cas, c'est que vous mettez quand même la profondeur très tôt du côté de l'enfant. C'est pas ça qu'il a voulu dire, Winnicott. Il a voulu dire que il faut passer par l'adulte. Hein. Il faut passer par l'adulte. Et passer par l'âge, par l'âge adulte. Il dit on remonte jusqu'à 3 ans, 2 ans, 18 mois. Aujourd'hui, on pourrait peut-être dire qu'on remonte peut-être jusqu'à 1 an, mais c'est du travail rétrospectif. C'est pas dans l'instant même que la profondeur se crée. Hein. Il dit d'ailleurs il faut tout un temps pour que le précoce de l'enfant devienne du profond. Là, vous le mettez un peu vite, enfin par rapport à Winnicott en tout cas. Et voilà. Alors, ça d'accord. Et à propos de cette trace, en fait, cette trace matière, moi je dis à propos de la neige. La neige, c'est un indice, voilà, quelque chose de blanc, froid. Ensuite, il y a le signal SIM qui est le panneau qui dit mettez les chaînes, l'émission météo. Vous trouvez que l'indice est plus emprisonnant que le signe est plus emprisonnant que l'indice? Là, vous prenez l'exemple des chaînes. Moi, je ne crois pas. Là. C'est la demande d'interprétation. Oui, vous savez peut-être, il y en a qui aiment bien avoir ça. Et quelle est la trace de la neige? Comment est-ce qu'elle se forme au préalable? Et en anténatal, comment est-ce qu'elle se forme? Et j'avais l'idée d'une trace dans la neige. Dans la neige. Ah. Et les traces dans la neige qui ne sont pas bien formées. On dit que quelqu'un est passé par là. Mais on ne sait pas très bien. Mais ça aussi, c'est un indice. Un renard, une belette. C'est un indice. Un hibou. Parce que quand on met son empreinte de pas, c'est pas en principe pour dire quelque chose. Il y a une empreinte parce qu'on est passé là. Oui. Mais les renards vont le trouver comme un message. En disant, il y a un lapin qui est passé par là. Et c'est pour ça que c'est un continuum. Merci d'y aller. Ouais. C'est vrai. Et je me disais, la deuxième situation clinique, à la Fondation Molière avec ces adolescents extrêmement malades, 15-18 ans, schizoparénie, psychotique, etc., qui ont été placés extrêmement précoces, c'est-à-dire 3 semaines après la naissance, et qui ont été dans le ventre matière de parents, voire de parents de la psychiatrie accueillie chronique, même schizophrène, même psychotique, etc. Je suis tout le temps très étonné de me demander, c'était il y a 15 ans ou 18 ans auparavant, dans des situations de pionnières qui me semblent peut-être mieux loties actuellement en France, comment est-ce que ces bébés en sont devenus aussi malades malgré qu'ils aient... Malade. Malgré qu'ils aient été portés par des professionnels de pionnières de l'époque. Est-ce qu'ils avaient gardé quelque chose d'un lien, d'une présentation de l'objet prénatal, objet présentique, une présentation de l'objet prénatal malade, une matière, je ne sais pas, qui laisse une trace qui ne peut pas permettre de se stabilité avec Mais ça, c'est la théorie du traumatisme en 3 temps, hein, depuis avec Sylvain, Bergeret et tout le monde, là. La théorie du traumatisme en 2 temps postnataux, c'est une chose, mais il faut peut-être postuler maintenant un premier temps prénatal qui conditionne la suite. Hein. Oui, bien sûr. Oui, mais j'allais vous dire, est-ce que c'est trace de quoi? Est-ce que c'est forcément trace d'un lien ou c'est la trace d'événements? Difficile, hein? Sensoriel. dans un temps amniotique fait de quoi? Mm. Des vibrations, d'hormones, de
son, le son. En cohérence avec le mouvement. Pas toujours. Oui, oui, bien sûr. C'est là que le joker de proto-représentation est assez formidable. Il se trouve que j'ai retravaillé vraiment cette notion. Pour bien. Et dans les mots d'ici faisait bon cas. Et c'est vrai que c'est un bon joker parce que, alors, préconception de Bion aussi, tu l'as rappelé, il y a beaucoup de choses qu'on aime trouver dans ce potentiel. Moi j'ai dit virtuel, quand tu dis potentiel, c'est la même chose. Alors la trace, tu me souviens, on avait fait un séminaire sur cette histoire de trace. Là, et alors ce qui est vraiment intéressant avec la trace, c'est qu'on peut la tirer du côté de l'indice ou du côté du signe. Par exemple, en ski, il y a quelqu'un qui s'appelle le traceur. C'est le mec qui passe devant, en ski de fond, et il fait la trace pour tous les copains derrière. Oui, mais lui, il l'a fait avec l'intention de faire ça. C'est ça. Là, alors lui, il est franchement dans l'intentionnalité. En aviation aussi, dans le chef d'escadrille, il est traceur. C'est-à-dire qu'il fait quelque chose avec l'intention que ça suive derrière. Mais quand tu n'es pas spécialement un Indien affûté, tu te balades dans la forêt, tu vois des traces d'animaux, et tu ne sais pas nécessairement, et puis tu as un mec qui est vachement affûté, qui va te dire, ah, ça c'est un sanglier, ça c'est un lapin, ça c'est un ceci, ça c'est un cela. C'est ça que ça veut dire, la sémiotisation passe par l'autre. C'est ça, c'est ça. Mais la trace, c'est ça qui est intéressant. Enfin, il y avait son nom m'échappe, mais c'est un Suisse ou un Italien, je ne sais plus, qui avait publié dans Psychiatrie de l'enfant sur la trace. Il insistait beaucoup sur le fait que souvent, dans les consultations précoces, on est face à des traces dont on ne sait pas si elles sont du côté de l'indice, c'est-à-dire on ne sait pas grand-chose, ou si elles sont déjà du côté vraiment de quelque chose. Il y a toute les travaux de Peirce qu'il faudrait regarder. La priméité, la seconde, enfin, on peut reprendre tout ce qu'on a dit là ce soir comme ça. Mais, parce que c'est vrai qu'il y a... Mais là, de toi, dans tous les exemples que tu prends, il y a plusieurs personnes. Oui. Et il y a des indices qui ne peuvent devenir des signes que s'il y a quelqu'un qui les interprète. C'est ça. Mais pour celui... Alors la neige, ne parlons pas, mais les bandits qui laissent des traces, il y a ceux qui les laissent inconsciemment exprès, ceux qui les laissent sans le vouloir, il y a ceux qui les laissent... Ça devient des indices, ça devient des signes pour l'autre de manière différente. Hein. Oui, oui. Comment ? Attendez, il faut peut-être laisser de la place à tout le monde, Emmanuel. Oui, je vous en prie, profitez. On y reviendra juste après. Mais... Si vous avez des points d'éclaircissement, des points de discussion. On a commandé à l'assistance, s'ils n'ont pas déjà vu, 2 petits courts-métrages sur Vimeo et sur YouTube. Il y en a un qui s'appelle Sensorialité relationnelle, mère bébé. C'est sorti lundi dernier. Vous allez sur YouTube, vous marquez lundi lundi d'ERS. Ah oui, les lundis d'ERS. Les lundis d'ERS et sensorialité, etc. Et alors là, il y a un document qui est assez troublant parce qu'il est magnifique illustration. Et là, les auteurs ou les autrices plutôt font la relation entre la relation post-natale et la relation prénatale en évoquant la possibilité, avec la même prudence qui a guidé tout ton discours, hein, c'est-à-dire qu'on n'affirme rien, mais on est bien mis devant le fait accompli. Le fait accompli, c'est la deuxième vidéo dont je vous parle. C'est là, c'est sur YouTube, et vous regardez, les bébés sont-ils des extraterrestres? C'est un travail fait par Julia Bemoche. Et il y a un passage absolument bouleversant, celui que je montre souvent quand je viens vous voir. Ce bébé qui a à peine 1 heure de vie, il vient de naître par forceps, donc pas une naissance tellement facile que ça, et qui regarde son père qui lui parle avec une intensité, un échange, une mimique, enfin il y a toute la gestuelle, même celle que tu adores, cette là, c'est prodigieux. Il a 1 heure de vie, il vient de vivre une naissance un peu traumatique dans notre esprit. Et bien ça se passe très bien. Visiblement, il y avait un travail en amont phénoménal, et on comprend très bien, on est vite dans le fait accompli, si tu veux. Là, on peut théoriser indéfiniment sur le prénatal, mais il y a du prénatal très, très, très constructif quand on voit ce résultat. Pour 1 heure de vie, être capable de cet échange. Il se regarde dans les yeux, il se marre, il lui fait une grimace.
Alors là, ça renvoie à la question de Sylvain, d'ailleurs. Est-ce que... Je vais répéter. Luc, Ça s'appelle, alors,